Comme chaque semaine depuis maintenant un peu plus d'un mois, Joseph et moi allons vous présenter cet avant-dernier webinaire organisé autour de différents thèmes sur la gestion de patrimoine. Le dernier webinaire aura lieu la semaine prochaine. On parlera de résidence de service. Aujourd'hui, on va évoquer les contrats d'assurance vie en fonds euros et essayer de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il convient de sortir et pourquoi est-ce que vos banques et compagnies d'assurance vous incitent aussi fortement à sortir de ces produits. Rapidement, le sommaire de ce webinaire. Joseph vous présentera la définition d'un fonds euro. Je vous exposerai ce que c'est que le mécanisme d'un fonds euro et comment ça fonctionne. On verra ensuite pourquoi il faut maintenant sortir des fonds euros, éventuellement vous faire des propositions de réinvestissement, de réallocation de ces sommes. Enfin, je vous présenterai comme d'habitude via en 3 minutes et on évoquera quelques questions et réponses. Joseph, on y va ? Bonjour à tous. Alors, pour commencer, la définition d'un fonds euro. Qu'est-ce qu'un fonds euro? Eh bien, c'est tout simplement un support d'investissement qui est géré par les compagnies d'assurance au sein des contrats d'assurance vie ou de capitalisation. Et il faut donc le dissocier de l'assurance vie en elle-même. Un fonds euro, c'est le contenu, ce qu'on peut trouver dans l'assurance vie, et l'assurance vie, c'est le contenant, donc c'est l'enveloppe. La composition exacte d'un fonds euro va varier d'un assureur à l'autre. Les obligations constituent la majeure partie d'un fonds en euros, environ 80%, et cela peut être des emprunts d'État, c'est ce qu'on va appeler les obligations souveraines, ou des obligations d'entreprise, corporate. Elles assurent la régularité des rendements. Une partie des fonds euros, comme vous pouvez voir sur ce camembert, peut être investie en actions pour espérer améliorer les rendements grâce aux dividendes et la perspective de revendre les titres à un meilleur prix. Une petite partie du fonds euro peut également être investie en immobilier ou produits dérivés. Et enfin, dans une moindre mesure, le fonds comporte des titres monétaires et liquidités qui permettent notamment d'assurer les demandes de rachat et retrait des épargnants, mais également d'avoir des ressources nécessaires pour investir s'il y a opportunité de marché. Stéphane, je te laisse la main pour expliquer pourquoi il faut en sortir. Alors, c'est probablement le sujet central de notre webinaire d'aujourd'hui et je vais peut-être commencer mes propos par des propos un tout petit peu provocateurs. Mais je vais assimiler les fonds euros au Minitel des années 80. En fait, un peu comme le Minitel de l'époque, les fonds euros ont nui de façon considérable à l'émergence d'autres produits financiers en France. Le Minitel était très en avance sur son temps, les Français se sont dotés de Minitel et ça a nuit à l'émergence de la micro-informatique pendant presque une dizaine d'années en France. En fait, les fonds euros ont eu ce même avantage pour les Français. C'était un produit extrêmement atypique, tout à fait intelligent et qui, en fait, ne justifiait pas pour les Français d'aller chercher d'autres sources d'investissement. Alors, un petit peu d'histoire. Donc, effectivement, comme vous le disait Joseph, le fonds euro géré par les assureurs est majoritairement investi en obligations d'État et faiblement investi en investissement d'entreprises et d'actions. Alors, historiquement, ces fonds existent depuis de très très longues années et ils étaient le produit parfait. Ils permettait aux Français de bénéficier à l'époque d'excellents rendements. Ils étaient complètement sans risque puisque garantis en capital et en même temps, ils finançaient la dette de l'État. C'est d'ailleurs probablement donc à cause de l'existence de ce produit qui était aussi atypique et aussi performant que les Français ont une aussi mauvaise connaissance de la chose financière. Alors,
qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ces produits deviennent moins rentables, voire toxiques? Eh bien, c'est qu'au fil des années, les taux de rendement, notamment des obligations d'État, se sont tassés, ont diminué. Ils sont même aujourd'hui négatifs. Et donc, le rendement théorique de ces fonds euros devrait aujourd'hui être négatif. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas pour deux raisons. La première, c'est que comme vous l'a indiqué Joseph, il y a dans ces fonds euros des produits qui sont un petit peu plus risqués et donc un petit peu plus rentables. Et puis, il y a une deuxième raison à ça, c'est que depuis une vingtaine d'années, un peu plus même, les taux ont régulièrement baissé. Et quand les taux baissent, il y a une augmentation de la valeur des obligations, des sous-jacents, en fait par effet de levier, par effet de pivot. On appelle ça la convexité des marchés obligataires. Et par conséquent, au moment de cette appréciation obligataire laisse des réserves sur les fonds euros qui permettent de distribuer ces réserves mathématiques dans le temps. Or, ce que les assureurs distribuent aujourd'hui, ce n'est plus le rendement de ces obligations, ce sont ces réserves mathématiques. Or, ces réserves mathématiques s'amenuisent avec le temps et si en plus on déduit les frais de gestion de ces fonds euros, alors, à une échéance très courte, les assureurs vont nous servir des rendements négatifs. On va se retrouver probablement confronté à une autre problématique qui est une problématique possible de remontée des taux. Et dans ce cas-là, va se produire le phénomène inverse. Si les taux remontent, les obligations qui sont composées, la composante principale de ces fonds euros vont perdre de la valeur et donc les assureurs ne seront plus capables de vous restituer le capital investi. C'est la raison pour laquelle les assureurs vous incitent très fortement aujourd'hui à sortir de ces fonds euros. Ils anticipent, même si on n'en connaît pas le timing, une hausse des taux qui va générer ce que l'on appelle un phénomène de trappe à liquidité, c'est-à-dire de baisse sensible de la valeur des obligations sous-jacentes. C'est la raison pour laquelle est née la loi Sapin 2 qui, en fait, stipule que les fonds euros ne sont plus garantis en capital, entre autres stipulations de la loi Sapin 2. En fait, jusqu'à présent, c'était les compagnies d'assurance qui, sur leurs fonds propres, garantissaient le capital investi dans des fonds euros. Or, les fonds euros, aujourd'hui en France, c'est 1 600 milliards d'euros et l'élasticité à la baisse de ces fonds, de la valeur de ces fonds avec une légère remontée des taux, absorberait de façon considérable et extrêmement rapidement les fonds propres de ces compagnies d'assurance. Il a fallu donc dissocier les fonds propres des compagnies d'assurance des fonds euros eux-mêmes et donc ne plus garantir par les fonds propres des compagnies d'assurance les fonds euros et le capital des fonds euros. Voilà. Alors, qu'est-ce que stipule cette loi Sapin 2? Elle stipule plusieurs choses. Elle stipule d'une part que les fonds euros ne sont plus garantis par les contrats d'assurance vie, par les fonds propres des compagnies d'assurance. Et elle stipule une deuxième chose, elle autorise les compagnies d'assurance à geler l'épargne, c'est-à-dire qu'en fait, on aura le choix en cas de remontée des taux, soit on sortira des fonds euros avec une légère moins-value, la moins-value étant accentuée par les frais que la compagnie d'assurance a le droit de prendre sur les fonds euros, ou alors il faudra accepter, pour ressortir avec un capital protégé, que les compagnies d'assurance gèlent pendant un moment ces fonds jusqu'à ce qu'elles soient capables de régénérer les fonds investis et qu'elles soient capables d'en ressortir le capital précédemment investi. Voilà. Et donc, on se retrouve devant un produit qui, paradoxalement, en même temps, ne génère plus de revenus et en même temps, n'est plus garanti en capital. Et donc, la réflexion que nous menons, pas juste chez VIA, mais globalement avec les banques et les compagnies d'assurance, est de dire, puisque ce
produit ne présente plus de performance, on ne peut plus en attendre de performance et qu'en plus, il n'est plus garanti, alors il est probablement intelligent de se tourner vers d'autres formes de support d'investissement. Cette slide évoque la même chose. Alors, on peut juste voir qu'à l'époque, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, la performance des fonds euros était très sensiblement supérieure à d'autres produits d'investissement et en plus était garantie en capital. Et on voit que cet écart a subi une très forte érosion jusqu'à arriver aujourd'hui à des niveaux de rendement qui sont équivalents à l'inflation et à peine supérieurs à ceux du livret A, qui, pour mémoire, sont encore garantis en capital. Et donc aujourd'hui, par rapport au livret A, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à aller se placer sur un produit risqué qui couvre à peine le rendement de l'inflation et qui, en plus, n'est plus garanti. Maintenant qu'on a vu pourquoi il faut sortir de ces fonds en euros, on va avoir une réflexion sur comment réinvestir cette somme, ce capital. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, un bon support d'investissement dépendra tout d'abord de vos objectifs. Si on veut privilégier une succession, quitte à assumer du risque, eh bien que ce risque soit rémunérateur. On peut aller sur des contrats d'assurance vie ou des contrats de capitalisation, par exemple, en unité de compte, à moindre coût, et donc notamment passer sur une gestion ETF. Si on souhaite privilégier la retraite, on peut profiter d'une approche actuaire pour désensibiliser le risque au fur et à mesure qu'on s'approche de la retraite et utiliser donc un pair, basculer nos fonds sur des pairs. Le plan épargne retraite, c'est ce qu'on appelle la gestion profilée. Si on souhaite privilégier une rente, eh bien, tout simplement, ce que nous pouvons préconiser, c'est de basculer sur des fonds immobiliers, comme de la SCPI ou une SCI, sachant que c'est une rente qui est stable dans le temps. Et donc, le rôle du conseiller en gestion de patrimoine sera de définir vos objectifs et donc décliner tous les supports d'investissement. Alors, VIA en quelques mots. Donc, VIA aujourd'hui, c'est 2600 clients répartis, donc les chiffres ne sont pas tout à fait à jour, répartis aujourd'hui sur une vingtaine de pays, organisés autour de 3 axes métiers, que sont la gestion d'actifs financiers. On gère un peu plus de 240 millions d'euros chez VIA et nous sommes les actionnaires de référence d'une société de gestion qui s'appelle FIM, en association avec une dizaine d'autres cabinets de gestion de patrimoine, et FIM totalise aujourd'hui un peu plus d'1 milliard d'euros d'encours conseillés. VIA, c'est aussi tous les métiers organisés autour du conseil en droit de la famille et notamment en droit et en matière de conseil sur la transmission et la succession. Et VIA, c'est cette année pas loin de 450 ventes et transactions immobilières. Donc, c'est aussi né au fil du temps une véritable activité immobilière. On a plusieurs questions, je vois, qui sont arrivées pendant notre discussion. Joseph, est-ce que tu en as recensé quelques-unes et par quoi est-ce que tu veux qu'on commence? Alors oui, il y en a quelques-unes. On va peut-être commencer par une question qui est très simple. Les fonds en euros, est-ce que c'est un support dans un contrat d'assurance vie en unité de compte? On va revenir peut-être sur la définition même d'un fonds euro. Alors, je reviens effectivement sur la définition du fonds euro et je réponds à la question dans un second temps. Alors, un fonds euro est en fait un fonds d'investissement relativement classique, sauf qu'il a la caractéristique d'être géré par l'assureur lui-même. Et il se doit, et ça c'est une des caractéristiques, d'être le support d'investissement le moins risqué possible. C'est-à-dire, il a un risque d'ici, dans la nomenclature de risque, un risque 1. Et donc, il est très majoritairement investi
en emprunt d'État avec à la marge des obligations d'entreprise et éventuellement un petit peu d'actions ou un petit peu d'investissement immobilier, type SCPI. Donc, la caractéristique de ce fonds est que c'est très souvent un peu une boîte noire gérée par la compagnie d'assurance qui se doit d'essayer donc d'obtenir le meilleur rendement possible au regard du risque le plus faible possible. Donc oui, il est parfaitement possible de détenir dans son contrat en unité de compte une partie de fonds euros et dans ce cadre, ce sont des supports d'attente. En fait, quand j'ai un contrat d'assurance vie en euros, je n'ai pas tellement la possibilité d'arbitrer sur d'autres types de supports. Donc, je risque d'être pris à défaut en cas de remontée des taux. Mais évidemment, en support d'attente dans un contrat d'assurance vie en unité de compte, je peux parfaitement avoir une part, même quelquefois relativement significative de mes fonds, investis sur des fonds euros. Nous privilégierions plutôt de faire de l'obligataire corporate court, donc d'être plutôt investi sur des fonds d'entreprise courts en matière de maturité qui probablement seront plus rémunérateurs que des emprunts d'État ou que des fonds euros. Mais oui, il est tout à fait possible de détenir des fonds euros dans le cadre de support unité de compte. Tu as d'autres questions, Joseph? Oui, Stéphane, je vais revenir sur les investissements que nous pouvons préconiser. Il y a une question pour préciser un peu plus l'univers du possible. Alors, étape par étape, pour la succession ou même pour capitaliser lors d'une souscription d'un contrat d'assurance vie, en fait, il faut voir que le contrat d'assurance vie a deux effets. Le premier, c'est bien évidemment la transmission patrimoniale, mais le deuxième, c'est la capitalisation qui s'opère, avec ou sans distribution de revenus. Ça dépend dans quel type de portefeuille on se situe. Le fonds euro, en fait, répond au premier effet, la transmission patrimoniale, répond un peu moins au deuxième, qui est la capitalisation qui va s'opérer. Et donc, pour avoir les deux effets, c'est pour ça qu'on peut préconiser un contrat d'assurance vie en gestion sous mandat. C'est ce qu'a évoqué Stéphane, avec FIM notamment. Donc, pour mettre en place un portefeuille exclusivement composé d'ETF, qui est donc moins coûteux et plus rémunérateur. Pour la retraite, nous l'avons déjà évoqué lors de notre tout premier webinaire le 5 novembre et que vous pourrez retrouver sur blog.via-ap.com. Il y a un double rendement pour financer la retraite. Le premier, c'est l'effort de capitalisation, bien évidemment, mais le deuxième, c'est l'incitation fiscale qui passe par la déduction d'impôts. Et enfin, pour la SCPI, on a un espoir dans cet univers d'investissement d'une rente stable qui évolue dans le temps et qui est portée non pas par les marchés financiers, mais par les marchés immobiliers, qui sont de manière générale contracycliques. Et donc, dans ce cas, nous aurons un pied dans le monde financier, un pied dans le monde immobilier, et c'est ce qu'on préconise pour diversifier son patrimoine. Stéphane, je voyais qu'il y avait une autre question, plusieurs questions par rapport à la remontée des taux. Quid de la remontée des taux et pourquoi les taux remonteraient? Je te laisse la parole. Alors, au moment où le législateur imagine la loi Sapin 2, il n'a pas la moindre idée de du cycle de remontée de taux et de l'échéance de ces remontées de taux. Aujourd'hui, mais en revanche, il sait que cette remontée de taux est probablement à venir et extrêmement préjudiciable pour les fonds propres des compagnies d'assurance qui, encore une fois, garantissent les fonds euros avec leurs fonds propres. Alors, on n'a pas de boule de cristal et personne n'est capable de dire si et quand les taux vont remonter, probablement pas tout de suite et probablement pas de façon violente. En tout cas, pas pour les emprunts d'État. Aujourd'hui,
les différents pays émetteurs de dettes sont dans une situation extrêmement confortable dans laquelle finalement l'État ne vous rémunère pas pour souscrire à leur demande de capitaux, mais c'est vous qui, quand vous souscrivez à des emprunts d'État, rémunérez l'État pour qu'il ait accepté votre argent. Donc, effectivement, cet univers de taux négatifs est aujourd'hui extrêmement intéressant pour l'État, puisque finalement, là où la dette avait encore un coût il y a quelque temps, la dette est aujourd'hui paradoxalement rémunératrice pour les États. Donc, c'est quand même un très joli tour de passe-passe. Toutefois, il y a des facteurs qui peuvent conduire, qui pourraient conduire à une remontée des taux. Le premier facteur évident est celui d'une surchauffe de l'économie mondiale. On en est probablement extrêmement loin aujourd'hui et surtout avec la crise du Covid. Mais si un jour l'économie mondiale s'emballait, alors la hausse des taux serait probablement un rempart à cette surchauffe de l'économie. Il faut savoir que nous, on a en France une politique, ou en Europe, une politique de la Banque centrale qui est finalement relativement passive, mais aux États-Unis, la Banque centrale américaine baisse ou augmente ses taux de façon beaucoup plus périodique, avec des cycles beaucoup plus courts que ceux que l'on peut avoir en Europe. Un deuxième facteur de remontée des taux pourrait être celui qui viserait à protéger l'euro face à d'autres devises et donc à rendre l'euro plus attractif. Et donc, on pourrait imaginer, là aussi, dans un avenir moyen, que les taux remontent de sorte de protéger la valeur euro. Aujourd'hui, l'euro est une monnaie très forte, elle n'est pas attaquée et par conséquent, on n'anticipe pas de remontée des taux à court ou moyen terme sur aucun de ces deux vecteurs. Toutefois, l'investissement que l'on fait dans un contrat d'assurance vie est un investissement extrêmement long en durée, dont la durée est probablement supérieure à celle d'un cycle économique, et sur cette durée-là, une remontée des taux n'est pas à exclure. Enfin, dernier élément, c'est que c'est une problématique d'arbitrage, et finalement toute la chose financière est une problématique d'arbitrage. Il est probablement moins intéressant ou plus intéressant par rapport à ce que c'était d'être investi sur des fonds euros aujourd'hui, qui sont coûteux, risqués et peu rémunérateurs. Et tout l'objet de ces webinaires est aussi d'expliquer que finalement, à couple rendement-risque équivalent, alors l'arbitrage qui vise à sortir des fonds euros présente un intérêt, même si le risque intrinsèque actuel des fonds euros est probablement, à l'heure où on parle, relativement ténu. Merci Stéphane pour ces précisions. Alors, on n'aura probablement pas l'occasion de répondre à toutes les questions, mais on reviendra individuellement vers vous pour répondre à toutes vos interrogations. Merci à tous pour votre participation. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre dernier webinaire sur les résidences de services. Bonne semaine à tous et à jeudi prochain. Bonne semaine.